La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. Allô, ici Antoine Guillot, merci d'être à l'écoute de cette série de podcasts produite par la compagnie Caravelle et Carnet d'art. Ce programme s'appelle « Comment ça va le monde ?» Le principe est simple, un invité tout au long d'une saison pour se laisser le temps du développement de la pensée autour d'un sujet particulier. Cette saison, nous partons en révolution. En se plongeant au cœur de la réforme protestante, nous tomberons ainsi dans les bras de Luther, de Thomas Müntzer, Calvin. Et c'est avec Étienne que nous nous demandons donc comment la réforme protestante a conditionné notre rapport contemporain à la modernité, à la République, à la démocratie. Professeur de philosophie et de français en filière technologique et générale en lycée agricole, titulaire d'un master de philosophie des religions à l'école pratique des hautes études. Étienne, bonjour. Bonjour. Luther prend le pouvoir. Alors, nous avons vu dans notre entretien précédent la manière dont Luther était passé d'un statut individuel de moine angoissé à celui de théologien confirmé qui va devenir un des opposants à l'institution la plus puissante de son temps, à savoir l'Église catholique. Quelle forme a pris ce défi qu'il a lancé à l'Église elle-même ? Nous l'avons vu lors de notre dernier entretien, c'est la publication de ces 95 thèses sur la porte de l'église dont il était responsable à Wittenberg. Très vite, ces 95 thèses vont circuler. On a vu l'importance de l'imprimerie dans la propagation de ces thèses. Pourquoi est-ce qu'elles sont importantes ? Pourquoi est-ce qu'elles sont politiques, ces thèses ? Parce qu'il y remet principalement en question la légitimité des indulgences, qui est le principal financement, le principal moyen de financement de la basilique Saint-Pierre de Rome, que le pape essaye de construire. Et donc, la question que tu me posais lors de notre dernier entretien, mais comment et pourquoi, comment se fait-il que l'Église n'ait pas réagi plus vite, en fait, à ce défi lancé par Luther ? Nous allons commencer par répondre à cette question. Évidemment, le pape et l'empereur du Saint-Empire ne peuvent pas, le Saint-Empire romain germanique, dont on a déjà parlé, Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire, ne peuvent pas laisser sans réponse les provocations de Luther. On l'a vu, d'autant que ces thèses se répandent à la vitesse de l'imprimerie. Et puis que Charles Quint se veut garant de l'intégrité de l'Église et bon catholique. Oui, tout à fait, et de l'unité de la chrétienté autour de Rome, tout à fait. Alors effectivement, François Ier lui donne déjà maille à partir, alors ce petit moine allemand est une écharde supplémentaire dont il ne sait pas encore ce qu'il doit en penser. Alors la solution que l'empereur et le pape tentent de trouver aux provocations de Luther nous pousse à évoquer les institutions politiques de ce Saint-Empire romain germanique qu'on connaît finalement assez mal. À distance, nous avons été un peu contaminés par le discours que la modernité porte sur elle-même, et nous avons trop souvent tendance, notamment dans les discours politiques et qui portent sur l'histoire, à diviser l'histoire dans une logique binaire où tout ce qui se situerait avant l'époque moderne et les Lumières appartiendrait à une forme d'âge sombre, plus ou moins assimilé au Moyen-Âge, un âge lugubre dans lequel 1000 ans se confondent et se confondraient et baigneraient dans les eaux glacées de la monarchie absolue de droit divin, alors que la modernité nous ouvrirait les portes du processus d'émancipation politique dont émergerait la démocratie et la République, dont on a vu dès le début de nos entretiens que les définitions étaient plus ambiguës qu'il n'y paraissait, y compris aujourd'hui. Oui, on peut pas avoir une lecture manichéenne en disant que la République, la démocratie émanent directement de la Renaissance, parce que la Renaissance elle-même émane bien de quelque part. Déjà, et effectivement, rappelons-nous que le terme de République, en fait, a une connotation tout à fait différente à cette époque-là. Et par ailleurs, il existe déjà des systèmes d'équilibre entre les pouvoirs.
Alors, d'équilibre relatif et de contrôle relatif entre les pouvoirs. On l'avait déjà évoqué brièvement dans nos entretiens précédents, mais l'empereur Charles Quint lui-même n'a pas tous les pouvoirs sur les citoyens allemands. Et ça, c'est un élément qui va être extrêmement important pour comprendre pourquoi, alors que l'Inquisition est déjà très puissante, pourquoi Luther peut continuer à propager ses thèses sans être brûlé purement et simplement. Mais à cette époque, on parle déjà de citoyens ? Oui, on parle tout à fait de citoyens. Rappelons que, pour revenir à cette notion d'équilibre des pouvoirs, que l'autorité des rois du Moyen-Âge était en fait temporisée par une suite de conseils territoriaux, de parlements locaux, bien loin de cette image de monarchie absolue qui en fait arrive bien plus tard, on va le voir. Donc tous ces parlements créaient de puissants contre-pouvoirs locaux. Et en fait, contrairement à ce que l'on pense souvent, c'est la remise en question de la légitimité du pouvoir générée par les incertitudes de la modernité, et portée notamment par les divisions religieuses qu'impliquent les idées de Luther, que les souverains vont être amenés à ériger un pouvoir absolu pour dépasser ces divisions. Donc voilà, au vu des guerres de religion qui vont diviser l'Europe à la suite de la Réforme, entre catholiques et protestants, beaucoup de juristes, de philosophes, de théoriciens modernes du droit de la seconde partie du XVIe siècle, après les événements que nous sommes en train de raconter, et aussi du XVIIe siècle, se prononcent en faveur d'un pouvoir beaucoup plus centralisé qu'il ne l'était en fait au Moyen-Âge, et qui s'accapare les prérogatives et les symboles du divin pour assurer son autorité au-dessus des divisions théologiques et des croyances subjectives des uns et des autres. C'est la seule manière pour ces théoriciens et pour ces souverains de maintenir une forme relative de concorde et d'unité et de sécurité publique. Donc on retrouve cette problématique politique essentielle qui cherche à trouver un équilibre entre consensus et dissensus, qui est à l'origine de notre réflexion sur les termes de démocratie et de république. Et donc, au XVIIe siècle, notamment, des penseurs aussi différents que Jean Bodin en France ou Bossuet, qui vont théoriser la monarchie absolue de droit divin, dont évidemment Louis XIV sera le plus éminent représentant, ou encore aussi différents que Hobbes en Angleterre, dont on a déjà parlé, se retrouvent sur ce sujet et sur cette question comment trouver la concorde en donnant plus de pouvoir aux souverains et à l'État. Et donc c'est la création finalement de la forme moderne de l'État, avec ce concept de souveraineté qui émerge de manière importante en même temps que ce concept de monarchie absolue de droit divin. Mais qui émerge en France, parce que par exemple en Allemagne, c'est pas tout à fait le même modèle. Alors effectivement, à l'époque de Charles Quint dont il est question ici, on n'est pas du tout dans ces considérations sur la monarchie absolue de droit divin. Au contraire, il y a une fragmentation du pouvoir qui anticipe déjà la fragmentation des croyances qui va émerger de la Réforme. Alors concrètement, comment fonctionne le système politique de cet empire ? Il fonctionne à peu près sur le respect relatif de la diversité des différents États qui le composent. Plus un empire s'étendait, plus il était obligé de prendre en compte les divers degrés de diversité des populations qui le composent. Et donc, quelque part, plus il s'étend, plus il se fragilise. Et on est tout à fait dans ce cas avec le Saint-Empire romain germanique. L'empereur ne dispose pas d'un pouvoir absolu sur ces différents États. Il ne fait pas ce qu'il veut, et quand bien même il aurait voulu faire brûler Luther, il aurait été confronté à l'opposition d'un certain nombre de princes électeurs allemands. Mais ça veut dire qu'il y a une forme, évidemment discutable, mais de démocratie au plus haut sommet de l'État à ce moment-là, puisque l'empereur est élu par ses princes électeurs et a une sorte de, les princes électeurs en fait jouent une sorte de rôle de parlement. Oui. Alors de démocratie, effectivement, ça peut être sujet à débat, mais toujours est-il effectivement que le pouvoir de l'empereur est limité par celui de ses princes, qui vont également voter avec lui un certain nombre de décisions dans ces conseils qu'on appelle des diètes, auxquels l'empereur se rend, et dans lesquels il va devoir traiter
des implications, des positions de Luther. Et du coup, on voit que cette voix au chapitre permise par la structure étatique, la hiérarchie, etc., en Allemagne, ce qui est pas du tout le cas, rappel, en France, mais en fait, c'est cette structure-là qui permet l'émergence du protestantisme et de ce mouvement-là. C'est une des réponses qu'on pourrait apporter à pourquoi est-ce que c'est pas arrivé en France et la mayonnaise a pris différemment en France, quoi. Effectivement, c'est un élément extrêmement important, c'est-à-dire que les princes électeurs un certain nombre de princes électeurs vont trouver leur compte dans la proposition de Luther, parfois par réelle conviction religieuse, mais... Et parfois par opportunisme, parce que territorialisation, etc. Voilà, pour s'opposer au pouvoir de Charles Quint, tout à fait. Et puis à celui de Rome. Voilà. Enfin, s'émanciper de celui de Rome. Voilà, de Charles Quint, représentant du Saint-Empire romain germanique, tout à fait. Et donc du pouvoir également de Rome, exactement. Alors, comment est-ce que tout ça se déroule ? En 1518, donc, Luther publie ses thèses, et la nouvelle remonte jusqu'au pape Léon X, le pape issu de la famille des Médicis, dont on a déjà parlé. Alors, Léon X a déjà excommunié Luther. Donc voilà, des mesures ont été prises. Il pense que ce sera suffisant. L'excommunication, rappelons-le, c'est cette mesure qui vous éloigne du corps de l'Église. Et comme qui vous exclut même. Qui vous exclut, tout à fait, qui vous exclut. Et comme le disent les pères de l'Église, hors de l'Église, point de salut. C'est-à-dire qu'il vous éloigne de la possibilité du paradis. Voilà. Mais Luther a franchi un cap. Il ne croit plus dans la légitimité des décisions du pape, et donc il est convaincu de son bon droit vis-à-vis de Dieu, et donc il n'a que faire de cette décision. Donc là, dans sa tête, la réforme est déjà amorcée. Complètement, voilà. Donc nous n'avons plus affaire au petit moine angoissé qui confie ses doutes à Staupitz, mais nous avons affaire là à un théologien confirmé qui défie la plus grande autorité terrestre. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il perd évidemment l'Église. Oui. De laquelle il est responsable, il perd sa paroisse, mais du coup il se retrouve où et il a forcément des appuis quelque part pour continuer son chemin et avancer. Tout à fait, il va trouver progressivement des appuis, notamment auprès de ses princes électeurs. Alors comment est-ce que tout cela se déroule ? Luther refuse de se rendre à Rome pour débattre avec les autorités papales. Pourquoi ? Pardon, mais parce qu'il y est convoqué ? Oui, tout à fait. D'accord. Et il a peur d'y être tout simplement enfermé ou brûlé, comme d'autres théologiens dissidents l'ont été avant lui. Donc on avait rappelé que effectivement il y avait des formes de dissidence religieuse avant la Réforme. On peut citer notamment Jérôme Savonarole, qui a payé de sa vie d'avoir défié le clergé, mais surtout d'avoir défié le pouvoir de la famille Médicis dans son propre fief à Florence, et qui a essayé d'imposer une théocratie, c'est-à-dire un État religieux à Florence, pour combattre la corruption des Médicis. Donc Luther a ce type d'exemple en tête. Donc, quelques mots sur Savonarole. Il s'est en partie inspiré du système politique de la cité de Venise, avec ses fameux doges, pour établir un conseil. Alors effectivement, est-ce que ce serait peut-être un anachronisme de parler de démocratie, mais en tout cas, un conseil qui limiterait la corruption du régime qui régnait alors à Florence. Oui, parce que il y a une structure de contrôle, tout à fait, de contre-pouvoir. Tout à fait. Mais donc ça n'a pas réussi du tout à Savonarole, qui a été brûlé, et Luther a ce genre d'exemple en tête. Donc Luther connaît très bien le droit. On a vu qu'il a commencé par étudier le droit. Donc il sait très bien qu'en tant que citoyen allemand, il est protégé par les accords entre... Il n'y a pas d'extradition. Exactement, c'est exactement ça. Il sait très bien qu'il n'y a pas de... qu'il est protégé par les accords entre Charles Quint et les princes électeurs allemands. Donc Charles Quint se voit très embêté. Charles Quint se voit très embêté. Il vient en Allemagne pour régler un certain nombre de problèmes et participer à une diète avec les princes électeurs. Parmi ces problèmes, il y a le cas Luther. Mais avant ça, Léon X envoie l'un de ses plus grands théologiens en Allemagne pour dissuader Luther. Et on voit quelque part la déconnexion entre Léon X et Luther. Léon X pense encore que Luther a peur de l'Église et il veut le faire abjurer. C'est-à-dire, il veut lui faire renier ses propos qui vont à l'encontre des positions de l'Église allemande. Oui, alors qu'à ce moment-là, il n'a pas peur de l'Église, il a peur de la mort.
Luther ? Oui. Alors, est-ce qu'il a peur de la mort elle-même ? S'il se croit dans son bon droit, il pense qu'il accédera au paradis pour le bien qu'il a fait. Mais il n'a pas fini son travail. Mais voilà. Il a des choses à faire avant de se faire brûler, quoi. Mais effectivement, il a le sentiment, finalement, sa vie a basculé, ça y est. Il a le sentiment qu'il a quelque chose à apporter, un message à apporter de la part de Dieu. Est-ce que, en fait, est-ce qu'il se prend pas un peu pour un messie quelque part ? Alors non, il y a toute une doctrine de l'humilité chez Luther, mais par contre, là où ta question on doit vraiment se la poser, c'est que la diversité des croyances auxquelles la réforme va donner lieu va créer des formes d'interprétation où certains individus, à des échelles locales, vont se prendre pour des petits messies. Ils vont rentrer dans des délires théocratiques où effectivement ils vont imposer des régimes issus de révolutions, mais qui vont très vite sombrer pour certains d'entre eux en tyrannie locale. Oui, puis ça forme des sortes de sectes. Tout à fait. Ouais. Et dans un premier temps, c'est ce que Luther va chercher à combattre. Et en fait, Luther est pris entre deux feux. Nous allons le voir dans sa réaction face à l'opposition de Thomas Müntzer. D'un côté, il combat l'institution de l'Église, mais de l'autre, il cherche à trouver un équilibre et à ne pas céder à ce qu'on appelle la réforme radicale et à ces réformateurs qui veulent politiser ses thèses. Le paradoxe, c'est que lui les politisera dans l'autre sens, puisque certes, il ne cautionnera pas les révoltes armées de paysans, mais il cautionnera, on va le voir, la condamnation de ces révoltes par les princes eux-mêmes. Donc il a choisi son camp, et bien qu'il s'en dédie, il finit par faire de la politique. Dans un premier temps, il va être confronté à un grand théologien catholique qui s'appelle Cajetan, qui est envoyé par Léon X lui-même. Donc Cajetan, c'est l'un des plus grands théologiens de l'époque, Thomas de Vio, de son vrai nom. On l'appelait Cajetan parce que c'est le nom latin des Gaetano, c'est-à-dire des habitants de la ville de Gaète en Italie. Alors à cette époque, Cajetan, c'est quelqu'un qui est très respecté par l'Église catholique, notamment parce qu'il avait affronté l'humaniste et théologien Pic de la Mirandole, dont on a déjà parlé, quand on a parlé de la relation entre les humanistes et l'Église. Et durant ce débat avec Pic de la Mirandole, Cajetan avait réussi à démontrer que la tradition théologique catholique représentée par l'institution de l'Église était en mesure de relever le défi que lui lançait l'humanisme. Donc c'est celui qui est le plus aguerri d'un point de vue théologique et philosophique pour affronter Luther. Mais ce qui est assez fascinant, là, c'est qu'on se rend compte qu'à ce moment-là, l'équilibre de l'Église ne tient qu'à un fil, et en fait tient à des sortes de concours d'éloquence. Oui, ce qu'on appelait des disputatio. Mais alors là aussi... Ce qui est ce qui est dans la démarche presque démocratique aussi. Tout à fait. Alors là aussi, il faut nuancer notre représentation de la théologie, de la scolastique du Moyen-Âge. La disputatio est au cœur des pratiques de l'Église depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire ce qu'on appelait la dispute, c'est-à-dire deux théologiens, deux philosophes s'affrontent sur le terrain des idées, évidemment, et donc émettent des objections progressives sur le modèle d'un débat. C'est le moyen pour l'Église de garder une sorte d'illusion de modernité, de remise en question, d'évolution, etc. Pas seulement, c'est aussi le moyen d'exercer ces théologiens à une forme de les aguerrir à une forme pour le prosélytisme ensuite. Tout à fait, à une forme d'argumentation et c'est aussi le moyen de régler en interne des conflits pour éviter qu'ils n'éclatent de manière politique. Oui, ça les neutralise parce que comme nous avons pu le voir, des questions théologiques peuvent très vite déborder sur le plan politique et mener à des situations politiques tout à fait inattendues, comme ça a été le cas à la fin de l'Empire romain. C'est bien pensé. Le pape te remercie. Donc, d'ailleurs, par rapport à cet équilibre très fragile dont tu parles à cette époque, effectivement, Cajetan est perçu quasiment comme le sauveur de l'Église et comme un diplomate redoutable. Parce qu'effectivement, quand les problèmes de l'Église ne se règlent pas en interne,
dans les séminaires de théologie, il se règle en concile. Nous l'avons vu avec le grand schisme d'Occident et cette histoire des 3 papes qui régnaient en même temps. Et c'est une catastrophe à la fois structurelle et politique pour l'Église. Et pourquoi est-ce que Caétane, à ce moment-là, est perçu comme le sauveur de l'Église ? Nous avons parlé de l'influence des rois de France, notamment sur les papes d'Avignon, pour contrer l'influence de Rome, tout au long du Moyen-Âge. Ce qui a mené au grand schisme d'Occident, dont nous avons parlé. Eh bien, cette tradition continue, puisque cette tradition de défiance des rois de France continue, puisqu'en 1511, Louis XII convoque un nouveau concile à Pise, à l'image de celui du grand schisme d'Occident dont nous avons déjà parlé. Et son but est de déposer Jules II de son autorité papale, car Jules II cherche à chasser les Français d'Italie, après avoir vaincu les Vénitiens. Donc Jules II est un pape très politique et très guerrier. Voilà, ce qui va peut-être à l'encontre de l'image moderne qu'on a du pape. Oui, on voit mal François partir avec une armée... L'épée à la main, oui, voilà. En armure, comme le faisait Jules II. Et oui. Et Jules II contre-attaque en convoquant son propre concile à Latran. Donc nous avons 2 conciles qui s'opposent. C'est ce qu'on appelle le 5e concile de Latran. Et Caétane y joue un rôle de premier ordre pour défendre l'autorité papale. Voilà, justement, nous l'avons vu avec le grand schisme d'Occident qui hante encore la mémoire de l'Église. Et Caétane, en fait, obtient du concile que les décisions du pape soient supérieures à celles des conciles. Ce qui évite au concile de déclarer les papes hérétiques, comme nous l'avons vu lors du grand schisme d'Occident. Donc voilà, à l'époque où Caétane affronte Luther, il est déjà mandaté par Jules II, puis son successeur, Léon X, pour plusieurs missions diplomatiques extrêmement délicates au service du Vatican. Voilà, et de la diplomatie du Vatican, dont on dit encore aujourd'hui d'ailleurs qu'elle est l'une des diplomaties les plus efficaces au monde. Donc Caétane a été professeur dans la plus grande université de Rome, et avant même que Luther rencontre Caétane, on dit à Luther qu'il n'aurait qu'une chose à dire face à Caétane. Il faudrait qu'il se couche au sol, en signe de soumission, et qu'il dise « j'abjure ». Et c'est du spectacle. c'est du spectacle, et Dieu sait si le pouvoir est une question de représentation spectaculaire. Et donc, le pape et Caétane lui-même sont convaincus voilà, de la puissance, justement, spectaculaire de l'autorité de l'Église, et ne s'imaginent pas une seconde qu'un petit moine allemand puisse défier cette autorité et faire autre chose que se mettre à plat ventre devant Caétane. Or, ce n'est pas du tout ce que fait Luther. Évidemment. L'histoire se serait arrêtée là si... Luther refuse d'abjurer, fin du suspense. Au contraire, il entame un débat auquel Caétane était, pour le coup, loin d'être préparé. Lui qui avait combattu sur le terrain des idées face aux plus grands humanistes comme Pic de la Mirandole, se retrouve pris en défaut par un petit moine allemand qui a été sous-estimé. Parce que ces débats, ces discussions se font en public. Enfin, concrètement, comment ça se passe ? Les disputations se font en public, mais au moment où on demande à Luther d'abjurer, ce n'est pas l'enjeu, puisqu'il n'est pas censé y avoir de... Oui, c'est justement pour l'éviter. C'est justement pour l'éviter, et on lui demande voilà, de se soumettre plutôt dans un secret relatif d'ailleurs, parce que l'Église veut aussi étouffer le ferment de révolte qui gronde alors. Oui, ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Tout à fait. Et effectivement, voilà, il y a aussi un certain mépris, et d'ailleurs c'est l'un des enjeux politiques de la réforme. Il y a un certain mépris de la part des cardinaux de l'Église, italiens pour la plupart, à Rome, une certaine déconnexion avec les églises, notamment les églises plus lointaines comme celle d'Allemagne. Et Caétane pensait rencontrer un petit moine allemand sans éducation. Il est confronté à un théologien chevronné, qui a aussi une formation de juriste, même s'il n'est pas allé au bout de ses études de droit, qui connaît l'histoire de l'Église sur le bout des doigts et qui le confronte aux contradictions des différents conciles, qui le confronte aux contradictions de l'autorité papale elle-même. Et donc, il n'avait tout simplement pas prévu d'entrer dans ce débat. Et plus que remettre en question la structure, il s'appuie surtout sur le texte sacré, sur la Bible. Alors, non seulement sur la Bible, mais il connaît aussi très bien la tradition
politique d'interprétation de la Bible, de l'histoire de l'Église. Et toutes ses dérives. Et toutes ses dérives, très bien, tout à fait. Et Caïétan est un peu désarçonné, il ne peut rien faire. Il est sur le territoire de Charles Quint, pas à Rome. Il ne peut donc pas faire enfermer, ni même faire taire Luther. Et Luther ne semble pas impressionné le moins du monde par les menaces formulées par Caïétan, qui est pris de court sans avoir obtenu l'abjuration de Luther. Donc, au-delà de la dimension religieuse, la résistance de Luther, voilà, on l'a déjà dit, mais c'est important d'insister, est un symbole très fort qui cristallise les velléités d'indépendance de la bourgeoisie allemande, mais aussi, on va le voir, de certains princes électeurs allemands, vis-à-vis de Rome, comme de Charles Quint. Et donc, ça, c'est le basculement le plus explicitement politique de la Réforme et des jeux d'alliance que Luther va faire. Alors, avec qui ? Parce que Luther n'aurait certainement pas survécu s'il n'avait pas été protégé. Et oui, évidemment. Donc là, on vient de voir qu'il a remis en cause la structure de l'Église et il remet en cause la lecture et l'interprétation de la Bible, qui est quand même censé être le cœur du sujet. Tout à fait. Alors, rappelons à ce propos que l'une des grandes distinctions entre le catholicisme et le protestantisme, c'est que le catholicisme, c'est l'écriture, les écritures, c'est-à-dire la Bible elle-même, mais aussi la tradition. C'est-à-dire la tradition, et c'est formulé en ces termes par l'Église catholique, la tradition d'interprétation qui va des pères de l'Église voilà, jusqu'aux époques... Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la lecture officielle qu'en donne le Vatican. Tout à fait. Et donc, nous l'avons vu, c'est la raison pour laquelle nous pouvons placer la Réforme sous ce sceau de la modernité. Luther va imposer une nouvelle doctrine qui sera les Écritures seules, sola scriptura. Donc les Écritures sans la tradition. On revient à la pureté du texte originel, et on l'a vu, c'est un des points communs entre la démarche de la Réforme et la démarche des philosophes et des philologues de la Renaissance, c'est-à-dire de ceux qui vont se plonger dans les textes anciens pour retrouver le sens originel des textes au-delà des strates d'interprétation contextuelle qui ont pu s'imposer au fil des siècles. Et donc, quels sont ces appuis politiques de Luther dans cette remise en question, pour le coup, révolutionnaire du point de vue intellectuel, qui vise à retourner à un texte originel? Il est protégé par le très puissant prince électeur Frédéric III de Saxe, qu'on appelle Frédéric le Sage. C'est lui qui a fondé l'université de Wittenberg, dans laquelle Staupitz avait envoyé Luther en 1502, et dans laquelle Luther a enseigné, et dans laquelle il s'est affirmé. Alors au départ, Frédéric, qui était un fervent catholique, possédait l'une des plus grandes collections de reliques de la chrétienté. Et donc il était très sceptique vis-à-vis de ce théologien dont il finançait la chaire, et la chaire universitaire, et qui va prendre parti contre l'Église. Donc il a envoyé Spalatin. Spalatin, c'est un fidèle conseiller de Frédéric le Sage, qui connaît bien Luther, puisqu'ils ont fait leurs études de droit ensemble. Ah oui. Spalatin est allé dans le sens d'une ambition politique. Il est devenu conseiller de Frédéric le Sage, alors que Luther donc a opté pour la théologie. Et Spalatin est alors chargé de convaincre Luther de renoncer à ses thèses, alors qu'il est théologien à Wittenberg. Mais à mesure que Luther affirme et affine son discours, Frédéric est séduit. Et il est persuadé du bien fondé de la Réforme. Et il va protéger Luther. Frédéric est très puissant, il a l'oreille de Charles Quint. Et il a un intérêt politique personnel à soutenir Luther. Il veut affirmer son indépendance vis-à-vis de Charles Quint, bien qu'il en soit assez proche. Charles Quint doit son élection à Frédéric le Sage. Donc nous sommes au cœur du pouvoir politique de l'Empire. Et effectivement, l'Église, on le voit, est à deux doigts de s'effondrer. Ça tient parfois à une disputatio avec un humaniste, mais l'Empire lui-même n'est pas loin de l'effritement. Mais au-delà de cette opportunité politique, structurelle, est-ce qu'il y a une adhésion idéologique à ce que propose Luther aussi ? Alors, on ne peut pas sonder les cœurs et les reins, on ne peut pas savoir dans quelle mesure l'adhésion
l'adhésion de Frédéric était basée sur des fondements théologiques, mais il a aussi pris des risques pour défendre Luther, et à ce titre, nous pouvons mesurer son adhésion aux thèses de Luther à l'aune des risques qu'il a pris pour le défendre. Même si Frédéric est très très puissant, Charles Quint lui doit son élection en tant qu'empereur. Frédéric était lui-même candidat lors de l'élection au trône impérial en 1519. Il était le candidat favori du pape Léon X, le pape des Médicis. Charles Quint et François Ier étaient considérés comme trop dangereux pour les États pontificaux. Alors François Ier, qui ne veut pas de l'autorité du Saint-Empire, avait tout de même postulé au poste d'empereur. Il a posé sa candidature. N'est-ce pas ? Bah oui, parce que toujours l'ego français. Tout à fait. La France s'était ralliée à Frédéric contre Charles Quint, qui accède finalement au trône à condition de laisser plus de pouvoir et de décision aux princes au sein de l'Empire. Donc ça vient de là. Et en fait, mais ça tient vraiment, tout ça tient vraiment qu'à un fil, parce qu'on aurait pu voir Frédéric empereur du Saint-Empire germanique. Tout à fait. Et Frédéric a fait un calcul. Il s'est dit finalement, en tant que prince électeur, j'aurais plus de pouvoir, plus concret, plus d'assises. Exactement. Et je serais moins exposé que si j'étais empereur. Et oui. Et donc il laisse le pouvoir à Charles Quint. Et en même temps, Charles Quint sait qu'il lui doit ce pouvoir. Donc vous voyez à quoi tient cet équilibre et pourquoi Charles Quint ne peut pas aller aussi facilement contre l'avis de Frédéric et faire brûler purement et simplement Luther. Parce que à ce moment-là, du coup, Frédéric III a toujours des liens privilégiés avec l'Empire français. Non, c'est aussi un fin diplomate, c'est pour ça qu'on l'appelle le sage. Et effectivement, si François Ier avait soutenu Frédéric, c'est certainement pour une suite à des accords dont je pense qu'on ne mesure pas tous les paramètres aujourd'hui. Et au final, Frédéric se trouve, on l'a dit, dans une position plus confortable que s'il était empereur. Et mieux que d'être empereur, l'empereur est son obligé. Voilà, l'empereur lui doit quelque chose. Donc Frédéric fait en sorte que Luther, il utilise son influence, que Luther soit entendu devant la diète de Worms. Donc les diètes, on l'a dit, ce sont ces conseils politiques durant lesquels l'empereur rencontre ses sujets, les princes électeurs, afin de discuter des enjeux politiques de l'Empire et de leur application sur le territoire allemand, qui est divisé en principautés. Et ceci en 1521, alors que Luther a déjà été excommunié par le pape, en janvier de la même année. Donc vous imaginez la puissance de Frédéric qui arrive à faire en sorte que Luther soit entendu à la diète de Worms alors qu'il a déjà été excommunié. Et donc, c'est le moment ou jamais pour Luther d'assumer ses thèses face à tous les princes allemands. Voilà. Et on peut se dire que Frédéric a déjà des perspectives politiques en tête et des perspectives qui consistent à liguer les princes allemands afin d'obtenir une certaine indépendance vis-à-vis du Saint-Empire. Donc, dans quelle mesure est-ce que Frédéric a utilisé Luther à ses propres fins politiques? Oui, c'est des intérêts convergents, de toute façon. Voilà. Donc c'est clairement un camouflet de plus pour l'Église catholique à ce moment-là. Et pour Charles Quint lui-même. Et oui. Et donc, c'est aussi un pari risqué pour Frédéric, parce qu'il mise tout sur ce petit moine allemand, quand bien même il serait un grand théologien. Voilà, et donc devant cette diète de Worms, à laquelle les représentants de l'Église catholique sont également conviés pour débattre avec Luther, et encore une fois, c'est pas vraiment débattre, c'est obtenir son abjuration. Luther refuse une nouvelle fois de se rétracter, devant l'empereur lui-même. Et on voit bien que les enjeux deviennent éminemment politiques, devant l'empereur, et pour le coup, en public, c'est-à-dire devant la majorité des princes électeurs allemands. Donc c'est un camouflet direct par l'empereur qui se retrouve impuissant puisqu'il n'est pas soutenu par Frédéric pour faire exécuter Luther. Ce serait beaucoup trop complexe d'un point de vue juridique, et c'est là qu'on voit que les équilibres des pouvoirs sont déjà assez complexes. Et petit détail qui peut quand même avoir son importance, on l'a pas évoqué, mais l'empereur est très jeune. Tout à fait. Charles Quint est alors âgé de 21 ans. Il a assez peu expérimenté, et alors que Frédéric est déjà un politicien chevronné.
Il ne parle presque pas l'allemand, ce qui est un fort désavantage pour comprendre les subtilités des enjeux théologiques et politiques en question, et ce qui suscite aussi la suspicion de ces sujets. Comment pouvons-nous être représentés par un empereur qui ne nous comprend pas ? Et donc revenons-en, anticipons un peu, revenons-en à la publication de la traduction de la Bible par Luther en allemand. Vous avez d'un côté un empereur qui ne parle pas l'allemand, et de l'autre côté un homme qui va unir un peuple autour d'un texte sacré et fonder la norme de la langue allemande. Donc les enjeux de pouvoir sont aussi des enjeux culturels, linguistiques, philosophiques. Oui, bien sûr, c'est utilisé là comme un outil. Tout à fait. Et donc, Charles Quint a quand même un certain pouvoir, et rappelons que la majorité de ses électeurs, avec l'aval de Frédéric, a tout de même décidé de soutenir l'élection de Charles Quint. Donc la majorité des princes reste favorable à Rome, face à ce défi lancé par Luther à l'Empire et à Rome. Et donc la majorité des princes prononce la mise au ban de l'Empire pour Luther. Alors qu'est-ce que ça signifie, la mise au ban ? Luther est banni d'un point de vue juridique. Qu'est-ce que ça signifie ? Il ne peut plus jouir de ses droits de citoyen dans l'Empire. Donc pour le coup, il ne peut plus se prévaloir de sa citoyenneté allemande pour être jugé en Allemagne. Donc là, Luther court un risque direct pour sa vie. Même si il y a quand même une certaine forme de protection dans la mesure où cette mise au ban n'est pas une condamnation directe au bûcher ou à l'enfermement. Mais quelque part, Charles Quint et les princes s'en lavent les mains. Luther est mis au ban de l'Empire. À la sortie de la Diète, n'importe qui a la liberté de l'exécuter. Oui, et, de son propre chef. Personne sera inquiété. Voilà. Donc, clairement, à ce moment-là, le Saint-Empire germanique se range du côté de l'Église. Oui, tout à fait. Rappelons que d'un point de vue politique, même si Charles Quint n'est pas toujours d'accord avec le pape, il se veut le représentant de l'unité de la chrétienté. Donc camouflé pour Frédéric III aussi, qui a pris le risque d'amener Luther et de lui donner la parole, et qui au final... Alors c'est un camouflet relatif pour Frédéric III. Pourquoi ? Parce que même si la majorité des princes est encore favorable à Charles Quint pour des raisons politiques évidentes, ce qu'a semé Luther à la Diète de Worms va germer petit à petit dans la tête de certains princes. Par ailleurs, Frédéric est tellement puissant qu'il obtient que la Saxe, qu'il gouverne, soit exemptée de l'édit de Worms, qui condamne Luther. Ah, d'accord. Donc il est mis en bas de l'Empire, sauf de la Saxe. Donc il est chez lui, chez Frédéric. Exactement. Par ailleurs, c'est un défi supplémentaire lancé à Charles Quint par Frédéric. Et Frédéric, il fait vraiment ce qu'il veut, là. Oui, mais ça ne résout pas le problème, puisque Worms n'est pas en Saxe. Donc encore faut-il que, depuis Worms, Luther puisse rejoindre la Saxe, sans être enlevé ou massacré par des hommes du pape, en route. Oui, parce qu'il y en a plus d'un qui attend derrière la porte. C'est ça. Et Luther le sait, il craint pour sa vie. Et que fait Frédéric ? Au cours du voyage de Luther, qui rentre vers la Saxe en gardant les 2 yeux ouverts, même quand il dort, Frédéric fait enlever Luther dans la forêt de Thuringe avant que les ennemis de Luther ne l'enlèvent. Et il le cache dans le château de Wartburg, donc en Saxe, près de la ville d'Eisenach, au centre de l'Allemagne. Luther y restera caché du 4 mai 1521 au 6 mars 1522, sous le pseudonyme du chevalier Georges. Cependant, alors qu'il est caché, qu'il ne sait pas ce qui se passe dehors, son geste a été interprété politiquement et théologiquement. C'est-à-dire que vous ne restez pas anonyme quand vous avez défié l'empereur et Rome devant la Diète de Worms. Alors même qu'il est caché, donc son nom fait le tour de l'Allemagne, et il est vu par un certain nombre d'Allemands, bourgeois, nobles, princes, bientôt paysans, comme celui qui a défié l'Empire
qui a défié les princes et qui a défié Rome. En fait, c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là que Luther devient une sorte de martyr, puisque excommunié de l'Église, puisque mis au banc de l'Empire, et qui réussit à survivre. En fait, c'est à ce moment-là que s'écrit la légende Luther, qui va lui donner tout pouvoir pour mener cette réforme. Tout à fait. Et il y a un paradoxe absolu qu'on retrouve dans l'esprit inversif du christianisme. Quel est ce paradoxe ? Voilà, on l'a dit, qui est le martyr absolu, c'est Jésus-Christ, qui établit sa souveraineté quand il est crucifié. Donc cette notion de martyr que tu emploies, elle est essentielle, et toute proportion gardée, Luther, au moment même où il est mis au banc de l'Empire, et où il est excommunié, bascule politiquement du côté des princes qui le protègent. Mais il y a toujours cette question, là, est-ce qu'à ce moment-là, Luther se rend compte qu'il est personnage pivot dans l'histoire des religions, dans l'histoire de l'Occident? Alors, je pense qu'il serait délicat pour lui de s'en rendre compte dans la mesure où il est enfermé dans un château en Allemagne, qu'il a été capturé par un prince qui voulait le protéger. Mais ça, il est au courant que c'est Frédéric qui l'a capturé et qui l'enferme dans ce château pour le protéger. Alors, c'est une bonne question. On ne sait pas. On peut imaginer que Frédéric, étant un fin diplomate et un calculateur hors pair, a pu monter ça avec Luther, mais on n'en a pas la certitude. Peut-être que Frédéric avait peur que Luther, pour des raisons éthiques, théologiques, philosophiques, s'oppose à ce stratagème. Peut-être qu'il avait peur que ce stratagème soit éventé, et peut-être qu'il l'a tenu secret jusqu'au moment où il a capturé Luther pour le protéger. Et est-ce qu'on a des traces de la relation entre Frédéric et Luther ? Oui, parce que donc Frédéric était un homme puissant, il y avait des chroniqueurs. Ah oui. Il y avait des chroniqueurs. Qui nous sont parvenus aujourd'hui, des chroniques de l'époque voilà. qui nous parviennent aujourd'hui encore. Tout à fait. Et le grand peintre Lucas Cranach, par exemple, grand peintre allemand, était à la cour de Frédéric, par exemple. Et donc c'est dans ce château, incognito, que Luther commence une entreprise qui va avoir une influence fondamentale sur le cours de la civilisation occidentale et qui aura une portée théologique, philosophique, politique immense, dont les conséquences se mesurent encore de nos jours. Et donc c'est là qu'il entreprend de traduire la Bible en allemand, afin qu'elle soit accessible à tous les individus alphabétisés, y compris ceux qui ne maîtrisent ni l'hébreu, ni le grec, ni le latin. Voilà d'où l'intérêt. Voilà, mais alors, qui sont les individus alphabétisés à ce moment-là ? Puisque, évidemment, les membres de l'Église, pour beaucoup, le sont. Mais qui d'autres ? Les membres de l'Église le sont, l'aristocratie l'est, les princes électeurs le sont, la bourgeoisie l'est. Et la fameuse bourgeoisie sur laquelle repose cette révolution. Voilà, tout à fait. C'est Marx qui disait que, paradoxalement, la classe bourgeoise était la classe révolutionnaire par excellence. Car c'est elle qui mettait toujours fin à l'ordre ancien. Et Marx, à plusieurs reprises, évoque le fait que la classe bourgeoise est celle qui a mis fin à l'ordre féodal. Donc, effectivement, on en a parlé, c'est le cas lors de la Révolution française, mais c'est déjà le cas à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, quand cette bourgeoisie prend le pouvoir sur l'aristocratie, soit en se mêlant à elle, comme l'ont fait les Médicis par exemple, soit en la renversant, tout comme elle a renversé l'Église par les moyens de la dette. C'est le grand banquier de l'époque, Fugger, qui en fait a récupéré beaucoup d'argent sur le projet de construction de la basilique Saint-Pierre à Rome par le pape, pour lequel il a dû s'endetter et avoir recours aux indulgences, qui étaient déjà en partie condamnées par une part de l'Église. Et donc, ce projet de traduction de la Bible aura des conséquences encore plus révolutionnaires que les 95 thèses dont nous avons déjà parlé, car tout individu alphabétisé pourra désormais comparer par lui-même la parole de Dieu censée s'exprimer dans la Bible et ce qu'en dit l'Église. Et oui. Et il y a un fossé, entre la parole de la Bible et la parole de l'Église. Tout à fait. Et donc chacun. C'est bien un des cœurs on est bien au cœur du problème. Tout à fait. Et chacun pourra s'appuyer sur les Écritures pour fonder sa propre Église. Donc on rejoint le problème de la création des sectes protestantes dont tu parlais tout à l'heure. Et donc en fonction de l'interprétation qu'il en tirera. Et si chacun se désigne lui-même comme Messie, ce qui est une analogie assez intéressante avec le processus d'individuation
en cours dans ce processus de la modernité, c'est-à-dire, voilà, je suis le propre interprète des Écritures, et je suis mon propre Messie. Et au détriment, ce qu'on évoquait dans un épisode précédent, au détriment du collectif. Tout à fait. Et là, on voit les enjeux de l'Église, qui était aussi un facteur d'unité relative, voilà, au sein de la chrétienté, autour d'interprétations communes ou qui pouvaient néanmoins discuter ensemble au travers des différents ordres admis par l'Église. Unité relative, plutôt unité surpuissante jusqu'à présent. Surpuissante, mais même si fragilisée, fragilisée et défiée de nombreuses fois au cours de son histoire, avec toute l'histoire des hérésies que l'Église a dû combattre par l'épée pour maintenir cette unité. Et dans cette traduction, est-ce qu'il y a déjà un parti pris théologique de la part de Luther ? Alors, il serait délicat de... Luther se pose beaucoup de questions. Je pense qu'il y a un désir d'authenticité. Là, il mesure pour le coup la responsabilité théologique qui est la sienne. Et donc, effectivement, il a conscience que chaque mot peut avoir des conséquences gigantesques. Alors, est-ce qu'il mesure à quel point ces conséquences ne sont pas seulement théologiques, mais aussi politiques ? C'est difficile à établir. Et donc, il établit certainement une grande partie de sa théologie, même s'il a déjà écrit de nombreux traités à cette époque. Il affermit sa théologie en se confrontant de manière directe aux Écritures par l'exercice de la traduction. Et donc, il trace le chemin en traduisant, et donc, il établit sa propre théologie en fonction des éléments qu'il va pouvoir établir. Cette question de la traduction, elle est essentielle. Elle est paradoxale, et on la retrouve dans les trois monothéismes, et certainement dans d'autres religions. Pourquoi est-ce qu'elle est essentielle ? Parce que la parole divine révélée, elle est révélée dans une langue, dans une ou plusieurs langues, et le fait de traduire, n'est-ce pas, le fait de trahir la parole elle-même. Et celui qui a l'ambition de traduire court le risque de déformer le message. Voilà, donc c'est le cas pour le christianisme, c'est le cas pour le judaïsme avec l'hébreu, et c'est le cas pour le Coran avec l'islam, où la langue arabe elle-même a des vertus sacrées. Tout comme dans la Kabbale juive, la langue juive elle-même a une codification sacrée. Donc cette question de la traduction, elle est extrêmement délicate d'un point de vue théologique, elle est aussi d'un point de vue politique. Pourquoi ? Parce que la traduction de la Bible dans un langage qui soit compréhensible pour toutes les personnes alphabétisées a des conséquences qui vont entraîner un nouveau rapport au pouvoir. Autant de l'hégémonie de l'Église catholique en Europe, toute relative, on l'a vu, les individus qui ne maîtrisaient pas le latin, et à plus forte raison les analphabètes, ne comprenaient pas le message et n'étaient donc pas en mesure de contester, de remettre en question la parole des prêtres et du pouvoir politique de l'Église que ces prêtres représentaient. Mais le développement des moulins à papier, puis de l'imprimerie, qui vont permettre la diffusion massive des textes, vont favoriser la propagation de la Bible, mais aussi de ses interprétations politiques, qu'on va approfondir, bien différent de ce que les prêtres en avaient dit aux fidèles. De ce fait, tous les dirigeants qui trouvaient leur légitimité confortée par le pouvoir religieux, lorsque le prêtre disait obéissez à tel empereur, obéissez à tel prince, c'est Dieu qui le veut. Donc tous les dirigeants qui trouvaient leur confort dans cette situation vont voir leur pouvoir remis en question. Ces dirigeants politiques qui nommaient eux-mêmes leur propre pape, on l'a vu avec le grand schisme d'Occident, afin d'assurer leur pouvoir à la fois politiquement et théologiquement, vont avoir affaire à des individus qui viennent de la base, c'est-à-dire une classe moyenne qui commence à émerger, une bourgeoisie qui prend de plus en plus d'ampleur et qui ne comprend pas en quoi cette aristocratie qui ne travaille pas, qui est jugée médiocre, mérite plus le pouvoir qu'elle. Ce sont déjà des ferments dont vont émerger les logiques révolutionnaires des Lumières. Et donc, on voit à quel point cette question de la traduction du texte sacré est en relation avec la légitimation, la question de la légitimité du pouvoir.
pour la première fois, les chrétiens découvrent les véritables textes de la Bible et leur potentiel complètement révolutionnaire, discréditant complètement la hiérarchie de l'Église catholique elle-même. Les chrétiens vont être étonnés de la portée révolutionnaire de certains versets de la Bible sur lesquels on va revenir. Et étonné par la poésie de ce texte-là aussi. Par la poésie, mais surtout par la défiance des textes bibliques eux-mêmes envers ceux qu'on appelle les chefs et les maîtres. Et oui. Et la richesse. Oui, tout à fait. Et tout ça, donc cette démarche de traduction et de diffusion de la Bible, c'est toujours soutenu par Frédéric III. Oui, c'est toujours... Parce que là, il prend quand même un sacré risque, parce qu'il est remis en cause lui-même là-dedans. Enfin, il fait partie des puissants de ce monde qui cautionnaient jusqu'à présent la structure de l'Église. Tout à fait. Et le paradoxe étant qu'il se conçoit lui-même comme un prince soumis qui a deux doigts de la révolte. C'est-à-dire, il y a une hiérarchie où, effectivement, l'aspect le plus révolutionnaire, il va se manifester, on va le voir avec Thomas Müntzer, dans la révolte des paysans. Mais en fait, chaque strate de la société interprète ces enjeux révolutionnaires à sa propre échelle. C'est-à-dire que, certes, les paysans l'interprètent d'un point de vue révolutionnaire vis-à-vis de la bourgeoisie et des princes. La bourgeoisie l'interprète de manière révolutionnaire vis-à-vis de l'aristocratie et des princes. Les princes l'interprètent de manière révolutionnaire vis-à-vis de l'empereur et de Rome. Donc chacun à son échelle voit le potentiel social et politique qu'il peut tirer de cette remise en question de l'autorité politique. Et comment réagissent les empereurs et comment réagit le pape à ce moment-là ? Pour le pape, la traduction de la Bible est une défiance gigantesque. Parce que ça la désacralise. Tout à fait. Tout à fait. Et au-delà de ça, voilà, encore une fois, c'est un sujet que l'on a déjà abordé. Il y a la question de l'interprétation. Et certes, une partie du corps de l'Église, une partie de la hiérarchie du clergé trouve son intérêt dans l'ignorance de la majorité des fidèles. Mais par ailleurs, un certain nombre d'individus, d'intellectuels, de philosophes, de théologiens au sein du clergé émettent des arguments philosophiques et politiques qui défendent la volonté de ne pas traduire la Bible. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette question de la capacité des individus à interpréter. On l'a dit, hein, et c'est une analogie que l'on peut faire avec notre époque, il ne suffit pas de posséder l'information pour en posséder la connaissance, c'est-à-dire pour être capable de l'interpréter. Donc il y a deux écoles vis-à-vis de ce constat. Mais c'est quand même la première étape. C'est quand même la première étape, et tout à fait, il y a deux écoles vis-à-vis de ce constat. Première école, il est irresponsable de transmettre le savoir à des individus qui ne sont pas capables de l'interpréter, parce que ça peut finir en bain de sang, hein. C'est ce qu'on verra avec la guerre des paysans. Deuxième interprétation, ça c'est une interprétation justement qui discrédite la première en disant la première interprétation est bien pratique pour tous ceux qui veulent conserver le pouvoir pour eux. Certes, il ne suffit pas de transmettre l'information, mais comme tu dis, c'est la première étape, et rien n'empêche d'avoir une perspective d'éducation pédagogique qui vise à enseigner aux individus comment interpréter. Et donc on voit là qu'il y a des enjeux par rapport à la conception même de l'individu qui émerge de cette perspective luthérienne de la traduction de l'écriture. Tout d'un coup, on fait confiance, avec les conséquences terribles que ça peut avoir, mais on décide de faire confiance à l'esprit critique de l'individu lui-même pour interpréter les textes. C'est une philosophie des Lumières avant l'heure. Et c'est exactement la manière dont les philosophes des Lumières vont interpréter une partie du mouvement de la Réforme, effectivement, comme une amorce de leur propre perspective. D'ailleurs, le philosophe allemand Emmanuel Kant, qui a lui-même eu une éducation protestante très rigoureuse, rentre dans cette logique-là, lorsque dans son texte « Qu'est-ce que les Lumières ?», il pose cette injonction à tout individu « ose savoir ». Ose savoir, c'est-à-dire ose utiliser l'information pour fournir ton interprétation critique.
Bon, et là, on voit évidemment un lien direct ou presque avec la démocratie, et tout ça est mené par la bourgeoisie. Oui, tout Donc, à fait. est-ce que c'est pas le propre de la bourgeoisie que de permettre, ou en tout cas de chercher une émancipation culturelle, intellectuelle, religieuse, etc. Tout à fait. Donc effectivement, c'est l'interprétation de Marx qui paradoxalement dit que la classe bourgeoise est la classe révolutionnaire par excellence. Néanmoins, et là, il y a une distinction, enfin, à établir entre réforme et révolution. Mhm. Puisque on faisait cette comparaison entre la démarche de Kant et celle de Luther. Le parallèle est aussi politique. Kant lui-même était au service d'un prince électeur, au temps des Lumières, bien plus tard. Et donc, dans son texte « Qu'est-ce que les Lumières ?», il émet une claire distinction entre liberté de penser, liberté d'expression et liberté d'agir. C'est pas parce que vous pensez que le pouvoir auquel vous êtes soumis est inique et illégitime que vous avez la liberté de vous révolter contre lui, selon Luther, lapsus selon Kant, et c'est ce qu'il a établi dans son texte « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et de la même manière, on va voir que malgré le message explicitement révolutionnaire de certains passages bibliques, d'autres cautionneraient plutôt une soumission aux autorités en place. Et donc, selon la sensibilité politique des différents réformateurs, on va aller soit dans la direction d'une soumission aux autorités déjà en place, soit dans la direction d'une révolte armée. Donc deux directions très opposées, et c'est là qu'on voit le degré de complexité de l'interprétation des textes et le potentiel explosif de cette confiance investie par Luther dans l'esprit critique de l'individu, mais que lui-même va finir par regretter si l'on considère les positions qu'il va prendre vis-à-vis de ces paysans qui vont se révolter. Mais plus qu'une interprétation théologique des idées du texte sacré, c'est un positionnement politique face à ça. Puisque en fait, c'est de savoir si on est penseur croyant platonique ou si on est penseur croyant pratiquant, prosélyte. Oui. En tout cas. Oui, cette question du prosélytisme, elle est essentielle, et ce qui est assez particulier, c'est que cette perspective qu'on peut juger justement comme une perspective qui veut éviter la violence, la réforme, pas la révolution. C'est aussi une devise qu'on retrouvera à l'époque des Lumières dans le sillage de Kant, c'est-à-dire Kant est témoin de ce qui se passe, témoin indirect, il n'a pas été en France à ce moment-là, mais il a des échos par les gazettes allemandes, donc il est contemporain des événements de 1789. À la fois, il se réjouit du basculement philosophique qui va émerger de cette révolution, et en même temps, il s'inquiète du potentiel de terreur de ce basculement. Là, parce que là, on parle beaucoup de Kant, mais qui arrive bien après, à l'époque des Lumières. 200 ans plus tard, mais ça voudrait dire que les Lumières, et du coup notamment Kant en Allemagne, émergent et émanent, et la pensée de Kant est possible parce qu'elle a été rendue possible par cette réforme du XVIe siècle. Tout à fait, par la démarche critique qui a été entamée par la perspective de la réforme. Mmh. Alors, concrètement, quels sont ces textes que tout d'un coup, des paysans... alors, paysans alphabétisés, c'est extrêmement rare à cette époque. On va dire des paysans qui sont à la frontière, parce que les classes sociales ne sont pas fixes, ne sont pas figées à cette époque. Justement, cette époque qui se distingue aussi par la mobilité sociale qui commence à émerger. L'ascenseur social. Avant l'invention de l'ascenseur. Oui. Mais la mobilité sociale, tout à fait, qui commence à émerger, qui était moins possible à l'époque des statuts du Moyen-Âge, où si vous étiez artisan, vous l'étiez souvent de père en fils. Et c'est d'ailleurs quelque chose assez paradoxalement qu'on retrouvait, vous savez, dans les mystères médiévaux, c'est-à-dire ces pièces de théâtre dans lesquelles, si vous incarniez tel apôtre, vous l'incarniez aussi de père en fils. Mais c'est ce qu'on est en train de voir, c'est que cette époque est vraiment imprégnée par l'idée du possible, à la fois du possible, de la possible mobilité sociale, mais de la
possible contradiction, de la possible mise en mouvement de pensée, critique, etc. C'est vraiment l'émergence du possible, quoi. Tout à fait. Et donc, cette émergence du possible, oui, elle est complètement révolutionnaire. Imaginez, toute votre vie, vous étiez à la messe, vous étiez un fervent croyant, on vous a dit Dieu vous impose d'obéir à vos maîtres, voilà, d'obéir à vos princes, d'obéir à vos chefs, etc. Tout d'un coup, vous découvrirez ce texte biblique, issu du Nouveau Testament, par exemple, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 19, au verset 42-44, retranscrivant la parole de Jésus lui-même. Je cite, « Vous savez que ceux que l'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Donc, je reprends, hein, vous savez que ceux que l'on regarde comme des chefs des nations les tyrannisent. Donc, effectivement, le problème de la théologie comme de la philosophie, c'est toujours de remettre un texte dans son contexte. Mais vous voyez le potentiel révolutionnaire de ces versets. Oui, ça pousse clairement à couper des têtes. Alors oui, il y a des versets encore plus explicites. L'apôtre Pierre, faisant écho à la parole de Jésus, déclare dans 1 Pierre 5,3 « N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. » Donc c'est une remise en question de tout usage autoritaire du pouvoir. En fait, là, on est en train de découvrir que pour nos démocraties contemporaines, on devrait relire la Bible. Alors, ça va même plus loin que ça. On aura l'occasion d'en reparler, mais ça va plus loin que ça. Et le principe même de laïcité peut être interprété comme un principe chrétien. Pourquoi ? Parce que Jésus lui-même dit « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Donc le premier à opter en faveur de la séparation des pouvoirs religieux et politiques, c'est Jésus lui-même. D'où l'idée que l'Église catholique, en s'accaparant le pouvoir politique, on l'a vu quand on a parlé de Constantin, ou l'inverse, le pouvoir politique, en spoliant la puissance fédératrice du pouvoir religieux, a créé une nouvelle religion qui est loin du message de Jésus. Et la parole de Jésus à ce moment-là, c'est pour mettre à l'épreuve la foi, si on sépare l'intérêt matériel et l'intérêt spirituel, c'est pour mettre à l'épreuve la foi et pour être suivi par de bons chrétiens qui auront abandonné toute considération... toute possession matérielle. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et il y a une défiance de Jésus lui-même à l'égard de tous ceux qui veulent se faire appeler maîtres. Et tous ceux qui veulent posséder. Et tous ceux qui veulent posséder, effectivement. Il y a la parabole du jeune homme riche qui va voir Jésus en lui disant « Que dois-je faire pour te suivre ?» Et le jeune homme riche qui avait beaucoup de biens, Jésus lui répond « Donne tout ce que tu as et suis-moi. » Et le jeune homme riche ne peut pas suivre Jésus parce qu'il est trop attaché à ses possessions. Donc effectivement, les paysans découvrent ces textes et se disent « Mais ceux qui sont élus par Dieu, ce ne sont pas ceux qu'on nous force à appeler maîtres au nom de Dieu. Ce sont les paysans eux-mêmes. Oui. Parce que ce sont les humbles qui sont glorifiés dans la Bible. Oui. On retrouve là le potentiel incroyable de cet esprit inversif du christianisme. Donc, en fait, là, bon, c'est un raccourci peut-être un peu rapide, mais en fait, la pensée et l'action de Luther est profondément de gauche. Contre une église qui serait une structure de droite. Ça me semble plus complexe. Ça me semble plus complexe parce qu'encore une fois, on n'est pas en mesure de définir quelles étaient les intentions de Luther lui-même, si lui-même, au moment où il est isolé dans son château allemand pour traduire ses textes, il a conscience de leur potentiel révolutionnaire. Néanmoins, nous allons le voir, une partie de la réforme va être récupérée notamment par la gauche allemande, et par Marx et Engels eux-mêmes. Nous aurons l'occasion de voir à quel point la figure de Thomas Müntzer a été importante dans l'identification de la révolte des paysans à ce qui se passait en Allemagne et dans toute l'Europe au XIXe siècle. Et tout ça parce que possibilité du possible. Merci Étienne. Merci à toi. La compagnie Caravelle présente Carnet d'art.
podcast.